Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Dessous de la littérature pour sa saison estivale spéciale Partir en vacances avec. Aujourd'hui, nous partons plus loin que l'horizon lui-même, à la rencontre des steppes et du désert et de l'Asie centrale, avec une figure méconnue de la littérature du voyage et même, malheureusement, de la littérature tout court. Pourtant, quelle plume elle a eue et comment elle a su saisir les détails de la nature, d'une part, mais d'autre part, surtout des peuples et des individus qu'elle a côtoyés au gré de ses pérégrinations. Nous partons avec Ella Maillart, l'une des plus grandes voyageuses et écrivaines du XXe siècle, sur les traces d'un monde disparu, celui de l'Asie centrale des années 30. Son récit des Monts Célestes au Sable Rouge, publié en 1934, est une plongée vertigineuse dans ces terres interdites, énigmatiques, fascinantes, qu'elle entreprendra en 1932. Mais avant de suivre ses pas dans les steppes, les montagnes et les sables rouges du désert chinois, faisons connaissance avec cette aventurière exceptionnelle que nous avons un peu oubliée de nos jours. Ella Maillart est née à Genève en 1903, d'une mère passionnée de voile et d'un père joaillier. Dès l'enfance, elle navigue sur le lac Léman et elle rêve d'horizons lointains. Très jeune, elle devient même une sportive accomplie et elle représente d'ailleurs la Suisse aux Jeux Olympiques de Paris en 1924, en voile naturellement. Elle excelle aussi au ski, dans les courses de vitesse, mais c'est surtout sur les routes inconnues qu'elle veut se dépasser. Dans les années 1920, elle s'installe à Berlin, fascinée par les milieux artistiques et cosmopolites de l'Allemagne de Weimar. Mais la stabilité ne l'intéresse pas vraiment. Elle part bientôt seule en Russie, puis en Asie centrale. Elle fait partie de ces rares femmes de l'entre-deux-guerres à oser affronter des espaces immenses, désertiques, inexplorés, et les dangers bien réels des routes de la soie. Dans un monde qui s'effondre, elle cherche ailleurs une autre civilisation, un autre rapport au temps et au monde. En 1932, elle entreprend ce qui sera l'un de ses plus grands voyages, une traversée de plusieurs mois de l'Asie centrale soviétique jusqu'au Turkestan chinois. Elle parcourt des milliers de kilomètres à cheval, à dos de chameau ou à pied, en camion aussi, traversant les monts Célestes, les hauts plateaux, les vallées secrètes du Tian Shan, avant d'affronter les étendues brûlantes du désert. Mais ce périple n'est pas qu'un exploit physique, il est une quête de l'autre, une tentative de comprendre les peuples qu'elle rencontre. Les Kirghizes, les Ouïghours, les Tadjiks, les Kazakhs, dans leurs traditions, dans leurs chants, dans leur mode de vie, menacés par la modernité soviétique et les luttes de pouvoir. Ce voyage, elle le racontera donc dans ce livre des Monts Célestes au Sable Rouge, qui est un récit à la fois précis, poétique, également un petit peu anthropologique et parfois mélancolique. Car Ella Maillart sait qu'elle est un témoin d'un monde en train de disparaître. Et puis d'ailleurs, même si elle se rend à l'autre bout du monde, ici et là, les traces des fascismes et du conflit mondial qui éclatera bientôt à nouveau se retrouvent encore, comme lorsqu'elle rencontre un déporté trotskiste qui, apprenant qu'elle arrive d'Europe, s'empresse tout de suite de lui demander « Mais que se passe-t-il là-bas, en plus des conférences mondiales, du chômage et du fascisme ?» On peut aller à l'autre bout du monde, on est quand même rattrapé par soi. Pour attaquer le début de ce voyage, donc, je vous plante le décor. Nous sommes en 1932, Ella Maillart a quitté Moscou, elle a franchi les confins du Kirghizistan et elle s'élance à travers les Monts Célestes. Elle part sans guide fixe, souvent seule ou accompagnée de cavaliers kirghizes, sans autre programme que d'aller au bout du monde, ou du moins au bout d'elle-même. Elle écrit « J'avançais dans un monde qui paraissait tout juste ébauché, à peine sorti du chaos originel. Les pics neigeux crevaient le ciel sans nom, sans histoire. Les vastes prairies s'étendaient sans fin, traversées par des rivières rapides, ourlées d'arbustes maigres. Les yourtes posées çà et là, comme des points de couture sur l'étoffe verte des pâturages, semblaient être la seule marque humaine dans ce paysage démesuré. Et le vent semblait transporter des siècles de silence. » Dans les hauts plateaux, chaque rencontre est une surprise, et elle nous décrit, entre le chameau au grand cil mat qu'on devine doux comme des poils de chenille marron, cette habitude physique qu'elle trouve dépaysante. Tout le monde vit ici accroupi sur les talons. La femme qui garde les bêtes, la fillette aux douces tresses qui racle sa tranche d'arbouze, l'ouzbek coiffé d'un chapeau melon, mais d'où peut bien sortir ce couvre-chef, qui marchande avec un camarade à casquette de cuir, le kirghize qui vend des tapis, son cousin le kazakh, qui ne fait rien. Elle est frappée par les Kirghizes, peuple nomade et farouchement libre. Les cavaliers kirghizes passaient au loin, silhouettes sombres et raides, drapés dans leurs longs manteaux.
Ils chevauchaient des poneys au pas rapide, et jamais je n'avais vu tant de fierté muette dans une allure. Leurs visages burinés, aux pommettes hautes, gardaient cette impassibilité propre à ceux qui vivent face aux éléments. La conversation était rare, on échangeait un regard, parfois un signe de tête. Mais le partage du thé au beurre rance, dans la chaleur d'une yourte enfumée, suffisait à dire l'hospitalité. Bien sûr, la route ne se passe pas nécessairement de manière fluide, et en automobile, en camion plus précisément, les routes caouteuses ne sont pas toujours confortables. À chaque trou rencontré dans la route, le camion saute, et nous avec, en compagnie de nos sacs, de 2 roues de rechange et de 3 bidons. On retombe comme on peut, tous enchevêtres, et plus d'une fois, je crains pour le contenu de ma pharmacie. On vient de faire pour 5000 roubles d'empierrement sur cette piste qualifiée de route, mais on ne s'en douterait pas, les fonds sont, paraît-il, bourbeux, et c'est ce qui rend la construction du chemin de fer si difficile. À vrai dire, le chauffeur conduit comme un vrai idiot. Une fondrière à 10 mètres devant lui l'excite au plus haut point, et c'est à plein gaz qu'il absorbe. C'est simple. Je passe mon temps à raccrocher ma tête sur mes épaules et à me caler à l'intérieur avec des pommes juteuses. Les gestes simples deviennent rituels, la préparation du thé par exemple, la musique d'un dombra, les récits des anciens. Maillard consigne tout cela comme une ethnographe, mais avec une immense tendresse. Comme cette scène qu'elle nous décrit au bazar. À chaque instant, nous traversons le bazar, cœur de la ville pour y chercher des fruits, 3 pommes pour 1 rouble, des légumes, des sels avec leur harnachement. Le spectacle est fascinant. La terre est jonchée des produits hétéroclites qui constituent une foire aux puces, et les types humains sont d'une variété à ravir les amateurs de pittoresque. Il y a les nobles kirghizes, à tout seigneur, tout honneur, à maigre barbe pointue, yeux acérés, portant le bonnet de velours bordé d'astrakan gris ou noir, large couronne régulière. Certains de ces bonnets n'ont qu'une toute petite bande de fourrure, sorte de toque ourlée. Ils sont toujours sur leurs petits chevaux, ayant l'étrier long. D'épaisses couvertures cachent la selle de bois. Leurs femmes portent un énorme turban d'une blancheur éclatante. L'étoffe aux spirales très fines et parallèles, non pas croisées comme dans le sud, passe sous le menton, imposant bandage de tête. Les petits kirghizes ont parfois leur bonnet de velours surmonté d'une touffe de duvet d'aigle du plus bel effet. Car le velours est ici le comble de l'élégance et les cavalières aisées portent des redingotes unies aux couleurs éclatantes, vert, rouge ou violet. Chacun vend, et de tout. Il arrive, s'accroupit et dépose à terre ce qu'il a, vieille ferraille, couteau, souliers, étoffe, verre, casserole. Un kirghize devant ses tapis de feutre, les coches mous et très absorbé. Miroir en main, il s'épile la moustache. À côté de lui, un garçon fait marcher une machine à coudre pour voir si elle est en bon état. Un spécialiste en bouteilles vides voisine avec le vendeur de vieilles chaussures, ou un client tord le cuir d'une botte en tous sens. Des skis reposent sur un samovar, un noble kirghize s'achète un poignard, il porte d'énormes lunettes chinoises jaunes. Les yeux s'épient. Un amateur s'avance-t-il ? Jusqu'où pourra-t-on pousser le marchandage ? Le prix est exorbitant. Ah, on part horrifié, dédaigneux. Puis, on revient plus tard avec une nouvelle proposition. Comme une araignée dans sa toile, le vendeur n'a pas bougé. Il faut payer 100 roubles pour une selle et ce qui l'accompagne. Il y a quantité de vendeurs ambulants. Ils présentent leur camelote à bout de bras. Belle louche en osier blanc, chemise, vieille jumelle, verre de lampe, faucon chasseur, vieux primu, sac vide en serpillère. Lorsque le vendeur n'a pas ce que vous voulez, il dit un mot à un compère et au bout d'une demi-heure, l'article désiré vous est offert. Quand nous ne pouvons plus tenir sur nos jambes, nous faisons comme les indigènes. Assis sur l'estrade de la Tchaïk-Kana, nous buvons le thé vert non sucré en regardant la rue. D'abord, on chauffe le bol avec du thé qu'on remet dans la théière. Et, lorsqu'on a bu, on lance toujours par-dessus bord la dernière goutte. Le boulanger travaille à côté de nous. Assis sur ses talons, au-dessus de son four en terre, il pose son disque de pâte crue sur une pelote d'étoffe, se penche, engage son bras à l'intérieur du four et y plaque la lipiochka. Devant lui s'élève la pile déjà cuite. Lorsqu'un cavalier passe pour en acheter, il ne met pas pied à terre. Non, il se trouve toujours un gamin pour les lui tendre. Les nuits se passent parfois en yourte, parfois sous la tente, et je vous laisse juger à quel point sa plume est délicieusement humoristique grâce à ce passage.
Pendant ces nuits sous la tente, je me rends enfin compte que les singes sont mes frères, malgré tous les sacrifices que mes parents se sont imposés pour parfaire mon éducation. Imaginez-vous être confortablement installé sous la tente sombre, au chaud dans votre sac de couchage, entre deux compagnons que vous touchez dès que vous bougez. À moitié endormi, vous sentez quelque chose de gênant sous la peau, comme une miette de pain. Est-ce une puce ou seulement une vieille morsure qui se réveille? Non, ça se promène. Ça descend sous la manche et soudain, ça s'arrête. Cela va encore se nourrir de vous. Mais c'est bien localisé, juste sur le milieu du poignet. Alors, sans secousse, la deuxième main s'approche en rampant. Un doigt s'abat sur la proie, l'assomme, la roule et la saisit à l'aide du pouce. Pour la tuer, à coup sûr, il faut la partager en deux. Mais, prisonnier de votre sac, vous ne pouvez pas à chaque capture réveiller vos voisins en faisant de la lumière. Dans l'obscurité, je vous défie de faire 2 morceaux de la chose dure, petite comme un grain de poivre. Vous voilà avec ce mangeur d'hommes entre les doigts, hésitant minute après minute sur la tactique à suivre. Enfin, somme toute, la langue et les dents sont bien plus habiles que les ongles. Et voilà, l'affaire est liquidée, c'est tout simple. La chose a été prise par la langue, craquée en deux et crachée. Enfin débarrassé de l'ennemi, on peut dormir. Nous chassons aussi pour de vrai. Il y a des pigeons qui agrémentent la soupe et que Mila a plumé. Petites choses grises et molles, tout en avançant à cheval. Matt Kirim a des yeux de lynx et voit le gibier de très loin, mais dans son excitation, il pousse des rugissements tout à fait contraires à l'art cinégénétique le plus élémentaire. De jour, quand elle ne chasse pas les puces qui se sont collées sur son poignet, Ella voit parfois des spectacles qui lui font retenir son souffle. Comme par exemple cette chasse à l'aigle des cavaliers kirghizes. Rencontrés au détour du sentier, voici le plus imposant des spectacles. 3 cavaliers kirghizes, aigle au poing. Le premier d'entre eux porte de grosses lunettes noires de glacier. Les autres observent notre étonnement muet. Les rapaces sont énormes, c'est le seul mot possible, si puissant que je ne vois pas quel autre pourrait être le roi des animaux. De l'épaule saillante, l'aile pend, plume noire et brillante, comme une armure aux plaques superposées. Chaque oiseau a la tête coiffée d'un capuchon de cuir qui l'aveugle. Il pousse des cris évoquant 10 portes qui grinceraient. Le bec à pointe crochue est à la hauteur du front de l'homme. Les cerfs noirs, immenses, sortent de leur gaine grise de peau écailleuse et s'étalent sur le gant de cuir. Le gant, pour qu'on puisse tenir les rênes, est taillé avec un doigt et un pouce. Du bec, l'oiseau essaie d'en arracher un morceau. Par un nœud coulant, une longue lanière est fixée à une patte. Le poignet de l'homme est posé sur une fourche en bois qui elle-même est fichée dans la selle. La nuque des aigles est une touffe de plumes blanches ébouriffées. Capuchon enlevé, l'œil apparaît, implacable, brillant comme une pierre précieuse. Sur la croupe d'un cheval de bas, des peaux raides de loup, de bouquetins et de marmottes sont pendues en grand nombre. Une marmotte est repérée, cernée, l'oiseau libéré de sa lanière est lancé. Il ne vole pas très haut, fond vers la marmotte, lui coupe la retraite en se mettant devant le terrier. Elle entend du bruit, elle veut entrer chez elle et elle tombe dans les serres fatales. Le kirghiz arrive, achève la marmotte, attache l'aigle et lui donne les entrailles à manger. En arrivant au Turkestan, Ella doit poursuivre seule son périple, ses compagnons de voyage étant rentrés à Moscou. Elle prend un train et finit par arriver à Tachkent. Foule bigarrée à la gare. J'arrive à porter mes sacs, l'un sur le dos, l'autre sur l'épaule. Le bras opposé passant par-dessus la tête pour empêcher le poids de glisser. Voici le va-et-vient de la foule, des vendeurs de sorbets, d'eau gazeuse, les barbiers qui opèrent au coin de chaque maison. Nouveau condamné, le patient penche la tête en avant et ses cheveux tombent dans la serviette qu'il a autour du cou et qu'il tend en avant. Devant la boulangerie, une file imposante attend l'ouverture de la porte. Contre le trottoir, les pains noirs s'empilent dans une arba à toit arqué. Des hommes sont vêtus du khalat, ample manteau ouaté aux rayures verticales vertes, mauves, noires et blanches, qui font ressembler leurs manches à d'énormes chenilles. Le grand fichu qui sert de ceinture inscrit son triangle dans le dos. Un pont enjambe une eau verte. De la berge s'élève une ruelle assez raide à côté d'une mosquée à véranda. L'autre rive montre à nu le sable jaune de sa falaise, entre les poutres et pilotis qui soutiennent de misérables masures sur le point d'être détruites. La crise du logement est due en partie à toutes ces démolitions dans la vieille ville, les reconstructions n'allant pas si vite que prévu.
7 barbiers opèrent côte à côte, enroulés dans leur tablier de garçons de café. L'un d'eux, un vieux, a une barbiche pointue et blanche, des lunettes de fer sur le nez, et sur le front, sortant de sous son calot collant, un brin de fenouil. Son client plisse un front pitoyable, la moitié de son crâne est couverte d'une toison noire épaisse, et l'autre côté brille, tout blanc. Un seul pleureur se penche sur l'eau rapide d'un aric central, dans lequel un porteur d'eau vient remplir ses 2 seaux pendus à un gros bâton. Puis, l'eau s'engouffre sous l'estrade d'une fraîche tchaïkana, où les brochettes de mouton grésillent sur un brasero. La rue monte vers le dôme immense d'une mosquée et passe sous un portique orné de banderoles rouges. La foule est une cohue qui gêne la marche. Voici la rangée des vendeurs de tabac, leurs feuilles jaunes en tas par terre sur un journal, à côté de leurs pipes, calebasses surmontées d'un fourneau, et munies d'un long tuyau de bambou latéral. Bagarre! 2 hommes se tapent dessus, une marchande craintive se lève, emportant ses assiettes de beurre. Je la suis, et pour 15 roubles lui achète un peu de sa pâte jaune et molle. Elle me dit, c'est du pur beurre de vache. Des mangeurs, accroupis en cercle, ne se sont pas dérangés pour si peu. Une ouzbek, fichu blanc, gilet noir sur son ample robe chemise blanche, vend le plov, le riz gras aux carottes coupées, qui remplit une cuvette en émail, recouvrant un seau à moitié plein de braise. On arrive, on tend 1 rouble, et elle prend alors un bol au fond à peine garni et vous le donne avec une cuillère en bois. Les jeunes et les Russes s'en servent, mais mon voisin barbu transforme le bout de ses doigts en creux fort utile. Mon autre voisin mange, gardant sur sa tête un grand sac plein de grains. Un peu plus loin, Ella assiste à une leçon de lecture. Au coin de la place, une grande imprimerie. Dans un square, devant une ancienne médressée, une université musulmane, une statue de Lénine, le bras pour toujours dressé. Encore quelques pas, voici le club, bâtiment qui ressemble à une école. Dans une classe au premier étage, une leçon de lecture est donnée au moyen d'une petite brochure qui raconte l'histoire du prolétariat. 15 jeunes femmes et fillettes s'appliquent. Leurs pandjaras et le treillis du tchedra sont empilés sur les rebords des fenêtres. Leurs sourcils épais sont réunis par un trait noir artificiel, car il paraît que des sourcils joints sont le signe d'un tempérament passionné. Elles ont le type des Turcs ottomanes, face pâle et ronde aux grands yeux. Je termine la soirée au théâtre ouzbek. Une troupe indigène eut donne une adaptation fort intelligente de La Fontaine aux moutons de Lope de Vega, pièce que j'avais vue excellemment jouée à Moscou il y a 2 ans par la troupe du théâtre juif blanc-russien lors des premières Olympiades théâtrales. Quittant enfin la ville, elle assiste également à la récolte du coton. Voici les femmes qui cueillent, jeunes et vieilles, toutes m'observent en riant parce que je les photographie. Leurs robes fanées sont retroussées, pleines à crever de grosses boules de neige. Leurs longs et étroits pantalons d'indienne descendent jusqu'à la cheville. Elles avancent, plumant les plantes d'un geste précis. La boule blanche est faite de 4 à 5 tampons d'ouates allongés et bien réunis. Ils contiennent chacun une graine ronde et dure, difficile à extraire de son entourage. Les graines écrasées donnent de l'huile, le tourteau est transformé en plaquettes combustibles. Kalissa, une femme rieuse, à boucles d'or dans les oreilles, cueille en moyenne 24 kilos par jour. La cueillette de chacune est notée, car elles sont payées à la tâche. Le revenu moyen, calculé pour la saison dernière, était de 150 roubles par personne. 217 familles dépendent du kolkhoze, dont 350 ouvrières femmes. Dans un coin du champ, chacune a son énorme sac en serpillère, qu'elle remplit peu à peu. Dans certains instants de faiblesse, Ella touche du doigt le sens profond de son voyage, qui n'est pas seulement géographique. Je me demandais souvent pourquoi je m'étais infligé pareille épreuve, mais la réponse était là, dans ce sentiment de dépouillement total, de retour à l'essentiel. J'étais seule, face à la nature et sans faux semblant. Il n'y avait plus de convenance, plus de société, seulement la lutte pour avancer et le plaisir intense de savoir que chaque pas me révélait un peu plus à moi-même. Voyager, c'est dépouiller l'âme jusqu'à l'os. Et partout, elle a la conscience aiguë que ce monde nomade est libre et plus ou moins condamné, en tout cas dans la forme qu'elle connaît, puisque l'Union soviétique s'étend et que la Chine impose ses lois. C'est la fin d'une époque. Je notais dans mon carnet les paroles des derniers bardes, les gestes ancestraux, les chants d'amour ou de guerre. Mais je savais qu'ils seraient bientôt balayés, comme le vent chasse les traces de pas dans le sable. Les camions viendraient, les routes traceraient des cicatrices dans la steppe, et les hommes eux-mêmes deviendraient sédentaires, figés. Ce que je vivais appartenait déjà à l'histoire.
Au terme de son périple, Ella gagne les Sables Rouges. Route au nord. Nous allons bientôt rejoindre le reste de ma caravane. Le pays est couvert de broussailles, coupé de pistes bien battues. Une digue borde le grand Arik gelé. 3 yourtes noires plantées en triangle au centre duquel le grand chameau s'accroupit. Il fait nuit, je descends. Les 3 bêtes, montagnes agenouillées entre les yourtes, sont chargées de sacs de grains faits en laine de chameau. Les yourtes sont des hérissons géants dans la nuit. Une haie de hautes broussailles les protège contre l'assaut du sable et de la neige imminente. La brise pique, les étoiles jouent à la fusée. Nous voici dans les dunes frisées ou moirées comme une peau de daim, et maintenant nous traversons une succession de lacs desséchés, craquelés, écaillés de verre. En l'air passent des cygnes dans un énorme battement d'ailes. Sur un lac sec, aux plaques rouges, il y a des dos de tortues mortes et des myriades de coquillages roses. Est-ce pour cela que ce désert est surnommé Kizilkum, les sables rouges ? Ce soir, au bord de la mer d'Aral, le paysage est grandiose de désolation, gris de la glace sous le gris du ciel. Au nord, le ciel est lilas, d'une teinte si douce et rare que j'en pleure d'attendrissement, me grisant de lyrisme, déclamant. Lilas, existe-t-il des lilas quelque part sur la terre, étoiles mielleuses tendues aux abeilles? Lilas, reverrai-je un jour des lilas en fleurs? Ainsi s'achève ce grand voyage, mais pas la quête d'Ella Maillard, puisqu'elle repartira plus tard vers l'Inde, le Tibet, l'Iran. Elle écrira plus tard dans un autre ouvrage « Il faut voyager pour se débarrasser de soi-même, car c'est seulement alors que le monde s'ouvre à vous. » Vous venez d'écouter Les Dessous de la littérature et j'espère que vous avez entendu, au creux des mots, le souffle du vent des steppes et le craquement du sable rouge sous les pas d'Ella. Si cet épisode vous a plu, parlez-en, partagez-le, et surtout ne vous privez pas de partir à l'assaut de ces pages et de ces mots, ceux d'Ella Maillard donc, qui nous parviennent d'un autre temps. À très bientôt pour de nouvelles expéditions littéraires.